Bonjour à tous, bienvenue à la conférence, la visioconférence Kirao Small Cap pour le troisième trimestre 2021. Je suis en compagnie de Saad Benhamid, gérant du fonds Kirao Small Cap, et également Bastien Grosseni, analyste sur le fonds Kirao Small Cap. Avant de commencer, quelques éléments sur la technique, sur la visioconférence. Vous pouvez poser vos questions en bas à droite de l'onglet GoToWebinar. Et effectivement, si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez nous envoyer un email à p.blaise@kirao.fr. Évidemment, pour les questions, on aura tout le temps d'y répondre en fin d'intervention, autour de 35-40 minutes d'intervention, et puis ensuite des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions également en cours d'intervention. Je laisse la parole à Saad Benhamid pour ce troisième trimestre 2021. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés aussi nombreux. Un bref rappel peut-être avant de rentrer sur les détails du troisième trimestre et des performances rapides sur la structure et le process de gestion. Donc, pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, même si je vois que beaucoup d'inscrits nous connaissent quand même assez bien. Donc, Kirao, c'est une société de gestion indépendante fondée en 2014. On gère plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui au travers de 3 principaux fonds, le fonds Kirao Multicap et le fonds Large Cap. Le fonds Kirao Small Cap dont je m'occupe, qui fait à peu près 130 millions d'euros aujourd'hui, contre 500 millions pour le fonds pour Kirao Multicap, et un fonds à dimension plus patrimoniale, Kirao Multicap Alpha, qui fait également à peu près 130 millions d'euros. Donc on est 16-17 personnes dans la structure aujourd'hui. On s'est pas mal développé ces derniers temps avec des recrutements récents. On a 100% de l'équipe de gestion notamment qui est très investie dans les fonds, et vous le savez, notre ADN, notre cœur de process est essentiellement basé sur l'analyse et la culture du risque, avec bien sûr une démarche ESG qui est de plus en plus documentée, de plus en plus transparente. On en reparlera justement tout à l'heure. Sur le process de gestion, je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans le détail. En page 5 peut-être, Thomas, avant de parler de ce qui nous intéresse concrètement en tant qu'investisseur, peut-être rappeler trois mots sur notre philosophie de gestion, ce qui nous intéresse encore une fois en tant qu'investisseur et la manière dont on travaille. Donc, je l'ai dit déjà tout à l'heure, le cœur du process est très analytique. Il est basé sur un travail essentiellement réalisé en interne, et ce qui nous différencie beaucoup, c'est que ce travail analytique nous permet de prendre quand même beaucoup de recul sur les marchés financiers, d'avoir beaucoup de chiffres auxquels se rattacher pour pouvoir juger de manière la plus sereine sur ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire, notamment dans les périodes compliquées comme celle qu'on a connue en 2020, période de crise. Ça nous permet aussi beaucoup d'intervenir avec un horizon de temps qui est propre à nous, qui nous est propre, pardon, en privilégiant beaucoup de la qualité plutôt que de quantité. Donc, ce qui nous intéresse concrètement en termes d'univers, on a un univers, comme vous le savez, qui est assez restreint. On a des fonds assez concentrés, donc c'est une question vraiment de conviction qui aboutit sur un univers d'environ 250-300 sociétés. On a une approche quand même très sectorielle, parce qu'il y a des secteurs qui nous intéressent plus que d'autres de manière structurelle. Il y en a qui créent beaucoup plus de valeur que d'autres. Mais surtout, le cœur du process, là où on va vraiment intervenir, c'est quand il va se passer quelque chose dans la vie d'une entreprise. Il faut qu'il y ait un changement important dans la vie d'une entreprise pour qu'on s'y intéresse et pour qu'on puisse intervenir, parce que qui dit changement dit potentiel d'inefficience. S'il ne se passe rien, en général, le marché fait assez bien son travail. Par contre, quand il se passe quelque chose, que ce soit exogène, comme typiquement la crise du Covid en mars-avril 2020, ou des choses beaucoup plus endogènes, ce qu'on préfère de manière générale, type une grosse fusion, type une période d'investissement qui a été très forte, qui arrive à son terme, et donc la société va en récolter le fruit. Ça peut être un changement managérial, actionnarial, il peut y avoir différents types de ruptures, mais c'est vraiment là où le doute va naître, l'incertitude, et c'est là où on va avoir de la valeur ajoutée d'un point de vue analytique. Ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. L'idéal, bien sûr, c'est que ces ruptures interviennent sur des sociétés qui sont solides d'un point de vue concurrentiel, qui ont une capacité à créer de la valeur dans la durée et qui n'ont pas uniquement le prix comme facteur différenciant. Et encore une fois, l'idéal, c'est que la valorisation
n'intègre pas ce que nous anticipons sur un cas donné. On va donner des exemples concrets tout à l'heure. Quelques mots sur notre démarche ESG. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, c'est pas une révolution chez Caro, c'est plus une évolution. Forcément, en tant qu'actionnaire, et qui plus en tant qu'actionnaire minoritaire, c'est des sujets qu'on a toujours regardés de très près. Aujourd'hui, on va clairement beaucoup plus loin. On va aussi plus loin en termes de documentation, en termes de transparence, pour un échange plus direct avec vous, mais aussi avec les entreprises dans lesquelles on investit. Donc, on a notamment développé une matrice en interne avec plus de 20 critères sur les sujets notamment de gouvernance, parce que c'est pour nous l'essentiel. De là tout découle en fait. Et donc, on se concentre beaucoup sur le sujet de gouvernance, sur la politique de rémunération, sur les notions d'indépendance de conseil d'administration, sur les notions de parité, sur beaucoup d'éléments liés à la protection des actionnaires minoritaires aussi. Et donc, pour mieux documenter et approfondir ce travail, on a notamment recruté Eduardo, qui nous a rejoint en mars dernier. Concrètement aussi, ça traduit par une collaboration très proche avec Proxinvest, qui est un cabinet de conseil, notamment sur les sujets de gouvernance. Ça se concrétise aussi par un vote en AG sur 100% des sociétés qu'on a en portefeuille. Et clairement, on n'hésite pas à voter contre quand on n'est pas d'accord avec une résolution. Donc, c'est un travail qui est quand même très chronophage, mais qui apporte beaucoup de valeur ajoutée dans la connaissance des profils de risque des sociétés dans lesquelles on investit. Et comme vous pouvez le constater, on vote souvent contre. Et puis, dernier élément, peut-être non des moindres, Kirao répond depuis peu à l'article 8 SFDR. Alors, c'est le cas notamment Kirao Multicap, mais j'espère qu'à la prochaine conférence trimestrielle, ce sera le cas pour Smallcap, ce qui devrait l'être. Donc voilà un peu le panorama de tout ce qu'on fait, c'est beaucoup de choses. On ne parle pas forcément beaucoup, mais on va être clairement amené à vous en parler beaucoup plus parce que on sent qu'il y a une demande importante de votre côté et donc c'est avec grand plaisir qu'on partagera tout ce qu'on fait sur ces sujets-là. Venons-en maintenant aux performances du fonds Caro Smallcap sur le troisième trimestre. Quelques faits marquants peut-être avant. Donc on a encore un trimestre de surperformance qui fait suite en fait pour vous donner un ordre d'idée à un premier trimestre qui était sous-performant, mais un deuxième trimestre qui était surperformant et un troisième également. Intéressant parce que c'est quand même deux trimestres durant lesquels il y a beaucoup de publications de résultats, un résultat annuel, un résultat semestriel, donc c'est pour nous un gage de satisfaction. Ce qu'on constate aussi, on en a déjà parlé la fois dernière, mais on a des mouvements qui ont été faits de manière assez importante en 2020, mars-avril notamment, qui s'avèrent clairement très contributifs aujourd'hui, même si certains sont encore un petit peu en retard selon moi. Depuis cette phase de semences, en tout cas entre mars et juin 2020, il y a effectivement très peu de mouvements qui ont été faits au sein du portefeuille, c'est plus des arbitrages entre lignes qui représentent plus ou moins, certaines lignes qui présentent un coût rendement risque plus intéressant que d'autres. Et donc, on est, je crois qu'il y a une slide plus loin dans la présentation, mais on la verra après, on est clairement pleinement investi avec globalement, on se parle de zéro liquidité au sein du portefeuille. On a beaucoup d'idées, du mal à parfois trouver des arbitrages au sein du portefeuille, parce que par définition, l'entreprise qui est en portefeuille, c'est qu'elle a du potentiel. Donc, c'est pas évident aujourd'hui il y a un peu de frustration en fait liée à toutes ces idées qu'on a aujourd'hui. Et clairement, on est confiant, donc, comme mentionné ici, sur notre capacité à surperformer dans la durée et dans différentes phases de marché. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on entend beaucoup de commentaires aujourd'hui sur les niveaux de marché, etc. Enfin, on dirait c'est historique, on a toujours eu ces commentaires sur les niveaux de marché. Nous, on est assez agnostique par rapport à ça. Ce qu'on sait, c'est que notre travail analytique dans la durée, il permet de dégager un rendement intéressant parce que, notamment, les périodes de baisse exogènes de marché, ou même sur une valeur donnée à un moment donné, indépendamment du marché, sont généralement des sources d'opportunités pour nous. Donc, clairement, ces périodes de baisse, c'est comme ça aussi qu'on a vécu cette crise du Covid. On l'a vécu plutôt avec une position forte assise dans notre siège à piloter le véhicule pour essayer justement d'aller saisir les meilleures opportunités qui se présentent et pour ensuite en récolter les fruits de manière très directe. Sur les performances, là on a mis ça sur les performances historiques, alors ça en part assez.
Vous les avez probablement en tête, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce qu'on constate juste, c'est qu'elles sont très régulières dans la durée, en termes de surperformance en tout cas, très fortes en absolu, puisqu'on fait plus que 2 fois mieux que l'indice depuis l'origine. On a atterri lors de 14%, je crois, autour de 15% par IC contre 8% pour l'indice. On a la meilleure notation possible chez Morningstar et Cantalis, parce que aussi cette performance se fait avec une volatilité plus faible, donc un risque plus faible. Et peut-être un petit focus sur 2020 et 2021, qui sont finalement des années où on a une performance qui est en ligne avec celle de l'indice, mais vous le verrez après avec des composantes et des contributions qui n'ont absolument rien à voir, et donc un profil de risque aussi, une prise de risque qui sont très très différentes. Slide 11 sur l'identité du fonds, pareil, très rapidement, vous connaissez un peu maintenant le fonds, c'est un fonds qui fait 130 millions d'euros. C'est un fonds vraiment de moyenne valeur, de petite et moyenne valeur, qui est très concentré aussi. Je vous ai peut-être fait un peu plus de 40, on était 48, je crois. Je sais plus si j'en suis dit. C'est ça, exact. Il s'était un petit peu plus concentré que par le passé, parce qu'on était plutôt autour de 44-45. On a un peu moins de 40 valeurs, comme je le disais. Une capi moyenne pondérée de l'ordre de 7 milliards, mais qui est un peu biaisée par des gros poids, notamment sur Stellantis et Publicis, qui sont plutôt des grosses capis. Si on prend la médiane, qui à mon avis a plus de sens pour avoir l'idée du cœur du portefeuille, on est plutôt autour d'1,5 milliard. Donc c'est un fonds clairement qui a la capacité à aller à 300 millions sans trop de soucis en termes d'encours, qui investit plus d'un quart hors de France, et qui a des performances, comme on l'a vu tout à l'heure, assez honorables dans la durée. Slide 12, alors, sur les principaux mouvements qui ont été réalisés sur les 18 derniers mois. On l'avait déjà présenté lors de la présentation du T2, il me semble. Donc là, on l'a mis à jour à fin septembre. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de variations par rapport au trimestre dernier, parce que mécaniquement, il y a eu relativement peu de mouvements. Ce qu'on constate juste, c'est que le fonds est full invest, encore une fois. Par rapport à la période pré-crise, on a complètement investi les liquidités qu'on avait en portefeuille, pas de 7 à 0,1. On a beaucoup investi sur des sociétés qui, selon nous, se sont fait un peu, qui ont connu une baisse très exagérée, notamment dans le secteur de l'auto, dans le secteur des médias, dans le secteur de la distribution, dans l'immobilier commercial aussi, avec des cas comme eBay ou Clépierre. La santé, c'est beaucoup relué. Alors, il n'y a pas eu de mouvement, mais c'est essentiellement l'effet performance de deux valeurs qui sont dans ce secteur-là. En fait, c'est la santé, on devrait préciser santé animale, puisque c'est Virbac et Betoquinol qui ont délivré d'excellents résultats sur la période. Les sociétés de services qui sont à peu près stables, et tous ces achats renforcements ont été financés, je disais, par les liquidités, mais aussi par les sociétés dans le secteur de la tech. Alors, non pas qu'on ait une vue précise enfin, top-down en tout cas sur ce secteur-là, mais certaines valeurs, alors deux notamment qui ont fait l'objet d'OPA, on les a vendues parce que clairement le potentiel de hausse était beaucoup plus faible que ce qu'on avait par ailleurs, que ce que nous a offert la crise. Et puis on avait certaines SS2I aussi, ou certains autres acteurs, comme vous pouvez le voir, qui présentaient un potentiel intéressant, mais clairement moins important que ce qu'on a fait sur les secteurs plus hauts. Donc rien de très très nouveau. Là, vous avez la salle des liquidités, mais pareil, il n'y a rien de très nouveau. On est full invest. On constate juste que quand même historiquement, quand on ne trouve pas beaucoup d'idées sur le marché, et ben, les liquidités ont tendance à augmenter au sein du portefeuille. Et à l'inverse, quand il y a des opportunités, comme c'était le cas en fin 2018, on commence à investir massivement, comme c'était le cas début 2020 avec la crise, ben, clairement, on fait notre travail qui est d'allouer du capital sur les idées qui nous paraissent intéressantes. Quelques exemples de cette période riche, justement, dont je parlais depuis maintenant 1 an et demi. Le premier, c'est Stellantis, c'est la première ligne. Alors, c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, c'est une large cap, mais à l'époque, on a investi sur, en fait, pour refaire l'histoire en 2 mots, c'était la fusion de PSA et Peugeot Citroën et Fiat Chrysler qui ont fusionné début 2021, mais donc à l'époque, ils étaient séparés. Les deux, avec la baisse de leur cours de bourse, sont tombés en dessous des 10 milliards de capi. Mais en tout cas, c'est un cas intéressant parce qu'il y a une très forte rupture avec la fusion, en l'occurrence, des synergies importantes. On a une position très très solide, parce que c'est un groupe qui devrait arriver numéro 2, numéro 3 mondial, avec une position très forte dans le domaine de l'électrique, avec
un management de très grande qualité, une valorisation aujourd'hui qui nous paraît extrêmement faible, puisqu'on appelle à 2 fois le résultat d'exploitation 2022, avec un niveau de cash qui va être quand même assez important. Même si le cours de bourse a beaucoup délivré, vous le verrez juste après, c'est un des gros contributeurs à la performance. On pense que vraiment le potentiel d'appréciation est encore très très important. Pareil pour TF1-M6, c'est un cas de rupture assez emblématique, hein, même si clairement le projet n'est pas terminé, mais c'est justement ce qui nous intéresse, le décalage entre ce que le marché comprend du potentiel de la fusion et ce que nous pense. C'est une fusion qui est donc, la fusion, le projet de fusion en tant que tel est une rupture importante sur un business qui, malgré ce qu'on en dit, a des positions très très fortes dans la pub télé, donc même 70% de part de marché à eux deux. Et ils ont très très bien resté durant la crise. Hein. Un acteur comme M6, par exemple, a vu son résultat d'exploitation stable sur l'année 2020. C'est quand même assez impressionnant pour un acteur considéré comme cyclique. Alors même si effectivement ils ont eu une courbe en V entre le S1 et le S2, le semestre et le deuxième semestre, ils ont effectué un rattrapage assez impressionnant au deuxième semestre et une gestion des coûts qui a été aussi très solide. Et clairement, une valorisation aujourd'hui qui n'intègre pas du tout les potentialités de la fusion entre ces deux groupes et toutes les synergies qui pourraient en découler. Unibail-Rodamco, on en a déjà parlé par le passé, mais pareil, c'est un cas assez classique là, de crise. Modèle structurellement endetté, parce que leur métier, c'est quand même de financer des projets d'infrastructure. Un spread crédit donc important quand le marché baisse. Sauf que ce qui nous a très rapidement rassuré, parce que c'est un investissement un peu plus tardif au mois de juin, c'est qu'il y avait un soutien très fort des gouvernements et des banques centrales, et donc pas une probabilité de crédit crunch comme en 2008 qui est très très faible. D'ailleurs, les marchés obligataires sont restés ouverts, il n'y avait aucun souci de liquidité. Et c'est un business qui est très solide d'un point de vue qualitatif, puisqu'il a des positions, un patrimoine immobilier extrêmement fort, extrêmement intéressant, tant en Europe qu'aux US par exemple, et au UK aussi, et une valorisation qui est clairement à 4 milliards d'euros quand on était au plus bas de la crise de 30 euros, nous paraissait intégrer un scénario un peu exagéré, même si clairement il y avait, on ne tablait pas sur la stabilité de la valeur de l'actif net, mais quand le marché vous dit que ça vaut moins 30 en termes de baisse de valorisation patrimoniale, ça nous paraissait clairement un peu exagéré. Vous avez d'autres exemples de mouvements qui ont été faits sur cette période-là. Donc, c'est clairement une période qui, pour moi, a été très, très intéressante parce que, justement, c'est dans ces moments-là où on a qu'à se baisser pour ramasser les idées et il y a un côté assez facile, même si psychologiquement pardon, ça peut être compliqué, mais encore une fois, tout le process analytique qu'on a derrière, la réalité des chiffres qu'on a, je me rappelle durant cette période-là d'avoir ouvert mes modèles beaucoup de fois parce que besoin d'être rassuré par les chiffres et clairement, quand vous avez des valos qui tombent à des niveaux assez dérisoires, ben, vous ne pouvez faire qu'autre chose qu'agir. Si on zoome maintenant sur la performance donc depuis le Covid, vous avez, on en a eu plusieurs indices pour que vous ayez un petit peu de recul. Donc le fond, c'est la courbe en bleu. L'indice de référence, c'est la courbe en noir, si je ne m'abuse, donc ce soit l'inverse, c'est ça. Donc, vous faites globalement une performance en ligne avec le 4 mois linéaire sur la période. On a pris comme période pré-Covid, on a dû prendre le 18 ou le 18 février, c'est ça. Donc, à la fois la baisse et la hausse. Ce qu'on constate, ce qui est intéressant, alors déjà, c'est que la sous-performance est forte par rapport à d'autres indices comme les Median Small, qui est aussi un indice de petite et moyenne valeur, mais également par rapport au CAC, on a une sous-performance assez forte. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on a largement dépassé les périodes pré-crise, parce qu'on est 30% au-dessus de ces niveaux-là, tant pour le fonds pour l'indice. Par rapport au plus bas aussi, du 18 mars de mémoire 2020, on a doublé sur la VM. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit et communiqué auprès de vous et écrit aussi plusieurs fois que c'était l'un des moments que depuis le lancement du fonds, je n'avais jamais vu des marchés aussi sous-valorisés et que je trouve que le potentiel était extrêmement important. Très sincèrement, je ne pensais pas qu'on allait faire x2 dans l'espace de 18 mois, mais clairement, on a corrigé une partie de l'excès sans pour autant que le potentiel soit résolu. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que la plupart, parce qu'il faut bien avoir en tête que la performance du fonds sur cette période-là, même si elle est assez similaire, même assez en ligne avec cet indice, elle se compose et se construit de manière complètement différente. Vous avez probablement, on en a déjà parlé, en tout cas en 2020, j'en parlais beaucoup. Il y a
Les indices ont été beaucoup tirés par certaines valeurs qui ont explosé, des valeurs dites Covid, liées à la transition énergétique, liées à la tech, etc. C'était des raisonnements dans le sens un peu trop réducteurs et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, se calment beaucoup. En tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la construction de la performance est faite de manière très, très différente de celle de l'indice. Et en l'occurrence, ça s'est fait avec principalement des mouvements, en tout cas pour bonne part des mouvements qui ont été faits durant cette crise entre mars et juin 2020. Et donc, vous voyez, les principaux contributeurs ici sont quasiment tous, par Reward Media, mais ça, c'est un effet marché, et IGE aussi, on n'a pas touché. Reward et IGE, on n'a pas touché, mais les trois premiers contributeurs sont des gros mouvements qui ont été faits durant cette période-là, et si on regarde la suite des contributeurs positifs, c'est également le cas. Donc clairement, ce que je veux souligner ici, c'est l'aspect tout-terrain du fonds. On a déjà parlé par le passé, une capacité à surperformer dans différentes phases de marché, que ce soit les hausses, on en reparlera aussi juste après, Eric qui est intéressante à ce sujet-là, que ce soit les hausses, que ce soit les baisses, parce que justement, on est capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. Si on zoome un petit peu sur la période year-to-date, donc là, pareil, on fait une performance solide avec l'indice, quand même 2 années très compliquées, mais je crois que par rapport à mes confrères, on se débrouille plutôt pas trop mal. Donc, performance en ligne, même observation, donc on est à plus 20 ou 30 septembre year-to-date. Même observation, on le voit bien sur le magnifique graphe à droite avec les différents points. Les points jaunes sont plutôt les éléments des sociétés qui ont fait l'objet de renforcement ou des nouvelles lignes. Des petites coquilles d'affichage, ce que je vois. Ce qu'on peut voir en bas, de mémoire, la plus en bas, la jaune, le point jaune le plus en bas, c'est économique. Je ne sais pas si vous avez un bon affichage, c'est lié à nous. C'est pas très très grave. Sinon, en fait, c'est juste l'illustration en fait des principaux contributeurs sur la période en year-to-date, et ce qu'on constate, comme sur le slide précédent, c'est que la plupart des contributeurs en fait sont le fruit des mouvements réalisés par le passé. Il y a 2 contributeurs qui n'ont pas encore délivré ce qu'on en attend. En l'occurrence, c'est économique, clairement. Là, tout le monde voit la slide, Thomas? Ah, d'accord. Sinon, c'est pas très grave. Le point jaune le plus en bas, c'est économie, qui est un acteur un peu comparable, très comparable à Fnac Darty, très présent en Allemagne, mais aussi en zone germanique, Suisse-Autriche, et certains pays dont la péninsule ibérique, qui a été pénalisé par des confinements beaucoup plus stricts et beaucoup plus longs qu'en France ou dans d'autres pays. Donc, il n'a clairement pas encore délivré ce qu'on en attend. Pomme, c'est Plastic Omnium, c'est l'équipementier automobile qui a pas mal baissé depuis le début de l'année, qui est justement un cas intéressant, parce que finalement, cette baisse pourrait nous offrir, vu qu'on n'en a pas beaucoup, nous offrir une opportunité extrêmement intéressante, et on travaille beaucoup là-dessus. Mais à part ces deux acteurs-là qui nous pénalisent un petit peu en termes de nouvelle entrée, globalement, toutes les décisions, tous les mouvements qui ont été faits par le passé ont été très très rémunérateurs. Slide d'après, donc là on zoome encore, on est sur le T3. Sur performance également, on surperforme des 4 points, donc c'est un gros trimestre de surperformance qui s'explique beaucoup par les publications de résultats, notamment les résultats semestriels, puisque le mois de juillet et le mois de septembre sont des mois assez chargés en publication. Plus c'est large cap, valeur moyenne large cap au mois de juillet, et plus c'est small cap en septembre. Mais pareil, belle surperformance. En termes de contribution, on a des éléments dont on parle souvent. Reward, c'est le premier contributeur, j'en parlerai une partie de ce mois-ci, puisque le titre progresse de quasiment 50% au mois de septembre, donc une super réplication et qui délivre des résultats assez impressionnants. Betokinol qui surfe en l'occurrence sur un monde post-Covid qui lui est très favorable, avec notamment dans le domaine des animaux domestiques, un taux d'adoption qui a beaucoup augmenté, et donc il en bénéficie directement, sans pour autant que sa valorisation soit une valorisation de bulle. Loin de là, on pense que le potentiel est encore assez important. Je pense que le marché sous-estime encore le potentiel d'appréciation.
Indra Systemas qui redémarre très fortement post-restructuration. Ça, c'était une idée de restructuration assez forte qui fait à peu près 4 points aujourd'hui en portefeuille, 4 points et demi même, mais au 5%. Il y a des GE, là c'est des OPA, on en a déjà parlé par le passé, deux OPA récentes, et donc ils contribuent mécaniquement positivement. Sur les contributions négatives, alors elles ne sont pas de très grande amplitude, rien de très inquiétant. La Maison du Monde qui baissote à cause de craintes, notamment sur les pénuries de fournitures et de hausse de coûts de matières premières et de hausse de coûts de transport. On a des éléments qui se cumulent. On pense, je vais dire, à la publication qu'ils ont faite le premier semestre, que leur guidance sur l'année est assez conservatrice et que cette surprise positive n'est pas complètement nulle. On surveille ça de près, mais clairement, ils ont un mix qui peut leur être favorable et une gestion qui historiquement est assez de bonne qualité. En texte, on a des phénomènes exogènes qui continuent de peser, un environnement qui est difficile. Mais on semble avoir atteint vraiment un niveau plancher aujourd'hui. Unibail qui est un peu pénalisé par les perspectives de remontée des taux, qui baisse de 15% en ligne droite, je crois, sur le mois de septembre. Bon, on reste quand même toujours très très dégoûté par rapport à l'ANR du groupe. Classique comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment un cas hyper intéressant qui a vocation à être fortement renforcé potentiellement dans les jours et semaines qui viennent, et c'est économique, je vais en parler, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais globalement, un T3 encore de surperformance, et donc une perf to date de l'ordre de 20%. Avant-dernière slide, un peu en guise de conclusion, sur laquelle on voulait revenir, parce que c'est quand même hyper important pour que vous ayez une idée de la construction de la performance du fonds de manière historique et dans certaines phases de marché. Donc, on vous l'a déjà présenté aussi par le passé, mais je voulais la remettre parce qu'elle dit beaucoup de choses finalement cette slide. Elle dit d'une part que le fonds est construit, et là donc c'est vraiment des chiffres empiriques, hein, c'est statistique. Vous pouvez les reconstruire vous-même en prenant les chiffres. Là on est sur des parts mensuelles, mais globalement, ce qu'on constate, c'est qu'en termes de fréquence, quand les marchés montent, on surperforme à peu près une fois sur deux, donc 46% d'écart, et on sous-performe en moyenne de 0,3%, 30 BP. Par contre, quand les marchés baissent, on surperforme dans 80% des cas. 80% des cas, et généralement on surperforme de 1,4 points. Donc ce que ce slide veut dire, en fait, c'est que quand les marchés montent, on a une capacité à accompagner la performance sans trop de soucis. Et quand les marchés baissent, c'est là qu'on fait beaucoup d'alpha, parce qu'on est capable justement de se concentrer sur ce que j'appelle, ce que je dis souvent, des asymétries du comportement risque, avec un potentiel de baisse plus limité que le potentiel de hausse. Et c'est clairement le cas quand je parle du KTFM6 ou de tous les cas qui ont fait l'objet de renforcement en 2020, ou même plus récemment, c'est des cas sur lesquels on a un potentiel de baisse qui, selon nous, est très faible et un potentiel de hausse beaucoup plus important. Et clairement, l'année 2018, c'est un bel exemple. Parce que ça vous montre l'importance de rester dans ces périodes-là. C'est comme ça que se fait l'alpha dans la durée. Quand vous baissez de 18%, ce qui était le cas pour nous en 2018, que l'indice ou que certains autres fonds baissent de 35%, le chemin pour revenir à 100 est beaucoup plus court quand vous baissez de 18%, clairement. Donc tout ça pour dire qu'on est aujourd'hui sur un portefeuille qui est full invest, avec vraiment beaucoup d'idées sous la main. Malheureusement, pas assez de cash pour les réinvestir, qui nous poussent à faire des arbitrages, et que dans différentes configurations de marché, on a prouvé, je pense, par le passé, et on continuera de le faire, j'espère, que les moindres mouvements sont généralement sur d'opportunités. C'est comme ça qu'on voit les choses en tout cas. Donc en conclusion, vous connaissez le process, on est très analytique, on a une volonté d'être vraiment très très autonome dans la construction de chacun investissement. On raisonne beaucoup en termes de coût de rendement risque et de TRI cible absolue avant de penser au marché. On a un track record aujourd'hui qui a fait ses preuves, encore une fois, dans différentes phases de marché, avec des rendements anonymisés qui sont, à mon sens, assez honorables, avec une prise de risque finalement quand même relativement faible dans la durée. Malgré d'ailleurs des années comme 2018 ou 2020 qui ont été quand même très très chahutées. Voilà, je pense qu'on a tenu la demi-heure, même un petit peu moins, et puis on est, Bastien et moi, à votre entière disposition pour les éventuelles questions-réponses.